on a différents types de droits d'auteur. Et là, traditionnellement, on fait une distinction entre deux grandes catégories de droits d'auteur. D'un côté, les droits patrimoniaux, qui, comme leur nom l'indique, peuvent être exploités, donc vont permettre à l'artiste de générer un revenu s'il le souhaite. Et de l'autre côté, les droits moraux qui, eux, visent plutôt à protéger l'auteur en tant qu'auteur et à protéger l'œuvre en tant qu'émanation de son auteur. On va le voir dans un instant. Donc les différents droits patrimoniaux, le premier, celui que j'ai déjà énuméré plusieurs fois, le droit de reproduction. Le droit de reproduction, c'est quelque chose qui est très important pour les titulaires des droits d'auteur, puisqu'il va permettre aux titulaires des droits d'autoriser quelqu'un d'autre à reproduire l'œuvre sur un support déterminé. C'est notre exemple du roman. L'auteur du roman autorise l'éditeur à imprimer en 3000 exemplaires le roman qu'il a écrit. Après ça, le droit de reproduction peut se matérialiser à travers des adaptations. Donc je reviens à l'exemple que l'on donnait tout à l'heure, où vous avez un roman qui est adapté en une pièce de théâtre ou en un film. Ça, c'est une sous-catégorie du droit de reproduction. Le fait d'adapter un roman sous un autre support, cette fois-ci une œuvre audiovisuelle ou une œuvre théâtrale, n'est jamais que la reproduction de l'œuvre d'origine, mais sous une autre forme. Donc ça nécessite encore une fois l'autorisation de son auteur. Donc c'est pareil pour les traductions d'un roman. Le roman d'origine, qui sera traduit dans une autre langue, c'est le droit de reproduction qui est mis en œuvre. Donc la manière dont le droit de reproduction va pouvoir être mis en œuvre peut prendre une infinité de possibilités. À côté de ça, on a un deuxième droit d'auteur qui est énormément utilisé dans le secteur culturel. C'est le droit de communication publique. Le droit de communication publique, c'est le fait de se dire, à chaque fois que l'œuvre va toucher un nouveau public, il y aura des droits d'auteur qui devront être payés. Exemple, pensez au secteur de la musique, à chaque fois qu'une chanson d'un album est diffusée à la radio, je peux vous dire que les radios, elles doivent payer pour toutes les diffusions qui sont faites. Pensez à l'audiovisuel, à chaque fois qu'un film est diffusé à la télévision, la chaîne doit payer des droits d'auteur, qu'elle va essayer de financer par les publicités qui vont interrompre le programme, en essayant de faire un bénéfice entre ce qu'elles doivent payer d'un côté et ce qu'elles récoltent de l'autre à travers la publicité. Donc ça, c'est la communication publique. À chaque fois que l'œuvre touche un public, il y a des droits qui doivent être payés. Peu importe que le public ait déjà vu l'œuvre. Si votre truc, c'est de regarder pour la 43e fois La Grande Vadrouille parce que c'est diffusé chaque année, pas de problème. Vous le connaissez par cœur, mais ça reste une communication au public. Donc, vous devez quand même, la chaîne devra quand même payer les droits d'auteur. Ça, c'est pour tout ce qui est diffusion via la télévision, etc. Mais la communication publique peut prendre d'autres formes. Pensez aux organisateurs de concerts. Donc l'organisateur du concert, il va négocier deux choses. Enfin, il ne va pas négocier deux choses. Il va négocier le cachet. Donc il va demander l'autorisation de pouvoir programmer telle pièce de théâtre ou programmer tel artiste pour communiquer du coup l'album, si on est dans le secteur de la musique par exemple. Mais en parallèle à ça, il va aussi devoir payer des droits d'auteur. Le fait d'organiser un concert, je sais que je devrais payer d'un côté le cachet à l'artiste que j'aurais négocié, et de l'autre côté, je sais que je devrais payer, probablement via les sociétés de gestion collective, les droits d'auteur qui reviendront aussi à l'artiste. Donc l'artiste joue sur les deux tableaux à ce moment-là. On voit, c'est vraiment une mise en œuvre très concrète qu'on rencontre au quotidien dans le secteur culturel, où on voit que les droits d'auteur sont une valeur économique autonome. Ils permettent à l'auteur de générer un revenu supplémentaire en plus de son cachet. Le cachet rémunère sa prestation artistique et le revenu de droit d'auteur rémunère l'exploitation de l'œuvre. La communication publique dans ce cas-ci. OK ? À côté de ça, vous avez d'autres droits d'auteur. Le droit de distribution, il est lié au droit de reproduction. Une fois que vous avez reproduit votre album, vos DVD ou plus probablement de nos jours encore des livres, il faut pouvoir les distribuer. Et ça, c'est donc lié directement au droit de reproduction, ça ne nécessite pas beaucoup d'explications. Vous avez aussi le droit de prêt et de location.
Là aussi, on voit encore avec l'évolution des technologies les choses qui avancent. Avant, on se déplaçait encore une fois de temps en temps dans un DVD shop où on louait pour 2-3 euros un film pendant 24 heures. Vous preniez le DVD, vous deviez le ramener le lendemain ou 2 jours plus tard. On a encore un peu ce principe-là avec tout ce qui est BDTech et ce genre de choses. Maintenant, avec la numérisation, on a toujours le même principe, mais qui se fait de manière numérique. Si vous regardez Proximus TV, etc., vous pouvez, là, pour 48 heures, avoir le droit de visionner un film pour quelques euros, mais cette fois-ci de manière numérisée. Donc ça, c'est le droit de prêt et de location. Avec le droit de prêt, on le voit aussi avec les bibliothèques, avec la mise à disposition d'ouvrages, ce genre de choses. Donc rien de bien compliqué. On a aussi le droit à rémunération. Ça, c'est un droit qui est prévu dans le code et qui va nous dire, mais tiens, dans certains cas de figure, quoi qu'il arrive, l'auteur aura droit à une rémunération. Ça, c'est typiquement pour les œuvres littéraires. Pour les œuvres littéraires, on sait par essence que quand vous faites un livre, un jour ou l'autre, il va être photocopié. Une photocopie d'un livre, c'est donc une contrefaçon. Alors là, le législateur a le choix. Soit on se dit, j'empêche les contrefaçons à la base en empêchant les ventes de photocopies, enfin de photocopieuses plutôt, ou au contraire, je me dis, à chaque fois qu'il va y avoir une photocopieuse qui va être vendue, je vais prélever un petit montant qui va alimenter une manne et qui sera redistribué auprès des différents auteurs d'œuvres littéraires. Et c'est plutôt ce cas de figure-là qui a été mis en œuvre dans notre pays avec Reprobel, où vous avez, à chaque fois que vous payez quelques cents pour aller faire vos photocopies dans un copy shop, le copy shop, chaque année, va payer une somme forfaitaire qui alimentera cette manne également. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est effectivement un droit patrimonial parce que ça va générer pour l'auteur de l'œuvre littéraire, ici, un revenu supplémentaire qui s'additionnera, qui s'ajoutera à l'exploitation normale de son œuvre qu'il fait. Alors, toute dernière chose, et puis on terminera par ça pour aujourd'hui, vous avez un dernier droit patrimonial, en tout cas moi je le mets dans la catégorie de droits patrimoniaux, même si c'est parfois contesté par certains, c'est ce qu'on appelle le droit de suite. Le droit de suite, là, ça c'est quelque chose qui est réservé aux artistes plasticiens. L'artiste plasticien, lui, il ne va pas vraiment avoir de communication au public, ou en tout cas ce sera très très rare. Ce serait vraiment dans des cas très spécifiques où on aurait, imaginons, un reportage qui serait fait sur les œuvres de l'artiste, où on pourrait là imaginer la mise en œuvre d'une demande de communication au public. Du coup, en repartant de ce principe-là, on a créé un autre droit d'auteur, qu'on appelait le droit de suite, et qui, lui, va porter sur la vente de l'œuvre d'art, et plus particulièrement l'hypothèse où l'œuvre va être revendue sur le marché de l'art. Quand l'artiste vend une œuvre d'art pour la première fois, donc ici on est vraiment pour des œuvres d'art plastiques, j'insiste bien. Donc imaginons, on se remet à la place de notre artiste dans son atelier, il a fait sa toile, il a projeté la peinture dont on a parlé depuis tout à l'heure avec plus ou moins de talent, et il y a quelqu'un qui achète l'œuvre. Là, il vend l'œuvre, il gagne sa vie sur la vente de l'œuvre, et ça s'arrête à ça. On verra comment on va traiter la vente de l'œuvre dans les prochaines semaines pour voir sous quel statut il va pouvoir le faire. Au niveau du droit d'auteur, il n'a jamais fait qu'un transfert de propriété. Donc il n'y a pas d'exploitation du droit d'auteur à ce moment-là. Il a vendu une œuvre. Donc quand je vous vends l'œuvre que j'ai créée, je vous transfère le droit de propriété sur l'œuvre que j'ai créée. Mais je ne vous cède pas mes droits d'auteur. Le jour où le collectionneur se dit, tiens, moi, cette toile avec de la peinture giclée selon les méthodologies qu'on a imaginées tout à l'heure, peut-être que le collectionneur, il en a marre de cette peinture et il se dit, tiens, je vais la revendre. Sauf qu'entre-temps, l'artiste, sa cote a peut-être augmenté. Et une œuvre qu'il avait achetée à, j'invente un prix, 1 000 € en 2024, peut-être que quand il va la revendre en 2050, il va la revendre, j'invente un prix, 5 000 €. Donc il y a eu une plus-value qui a été liée, qui s'est matérialisée lors de cette revente. C'est là que le droit de suite va entrer en ligne de compte. À chaque fois qu'il va y avoir un acte de revente d'une œuvre originale, donc ici ce sont les œuvres d'art, on verra plus tard ce que ça recouvre, et qu'un professionnel du marché de l'art est intervenu,
Si le prix de vente est supérieur à 2000 €, l'artiste va pouvoir revendiquer un pourcentage sur cette revente. Donc on va prélever un montant du prix qu'on reversera à l'artiste. OK ?